Quand on pense à compter l'eau, on pense qu'on parle en litres, évidemment, d'eau qu'on peut utiliser pour produire tel ou tel bien, etc. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a différents types d'eau. On a parlé de la quantité, mais il y a aussi la qualité. Il y a plusieurs méthodes qui existent aujourd'hui pour calculer l'eau. On va pas parler de toutes aujourd'hui parce qu'il y en a certaines qui sont assez compliquées, notamment quand on rentre dans les analyses de cycle de vie. Mais la fameuse ISO 14046. Absolument, et la fameuse norme ISO 14046 qui fait que normalement on prend en compte la rareté de l'eau locale. Mais là, on va se concentrer sur une méthode qui est assez intéressante parce qu'elle explicite bien en fait les types d'eau qui peuvent exister. Donc en gros, sur cette méthode-là, on pense qu'il y a 3 types d'eau: l'eau bleue, l'eau verte et l'eau grise. Et pour la faire courte, en gros, l'eau bleue, c'est de l'eau que l'on voit. Donc, dès qu'on voit une rivière, un lac, même de l'eau dans les nappes phréatiques, c'est de l'eau qui existe, qui est tangible, qu'on peut toucher et dont on peut économiquement décider de faire ce qu'on veut. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité économique très forte vis-à-vis de l'eau bleue parce que quand on la prélève, il faut espérer qu'on l'utilise pour la meilleure des choses, notamment quand elle est rare. Ça, c'est l'eau bleue. Elle se compte en litres, etc. L'eau verte, à l'inverse, c'est une eau qui a été absorbée en fait par la végétation. Verte parce que en fait, elle est imbibée dans les plantes. Dès que vous voyez de l'herbe, des arbres, des plantes, etc., ça c'est de l'eau verte. Il y a de l'eau verte qui est rentrée dedans et économiquement, on ne peut plus décider d'en faire ce qu'on veut. Elle est déjà là où elle est. Et donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est bénéficier des services gratuits que cette eau verte, elle nous rend. Par exemple, et je prends toujours ce fameux exemple de la vache qui broute de l'herbe, et bien en fait, quand une vache mange grâce à de l'herbe, et bien en fait, elle consomme indirectement de l'eau verte. C'est de l'eau verte qui vient de la pluie. Et si cette eau verte n'avait pas été là pour que la vache puisse brouter de l'herbe, et bien il aurait fallu remplacer cette eau verte par de l'eau bleue, ou en tout cas par de l'alimentation qui aurait nécessité potentiellement d'être irriguée, etc. Donc c'est là que le principe de l'eau verte, il est très fort économiquement, même si en fait on parle de l'eau de pluie, parce qu'il se traduit à travers tous les fameux services écosystémiques que nous rend la nature. Quand il y a un arbre, quand il y a une forêt, on sait qu'une forêt, ça fait baisser d'à peu près 3 ou 4 degrés la température ambiante, on sait que c'est une source de biodiversité incroyable, on sait que ça capte l'eau, que ça aide à prévenir les inondations, etc. Mais c'est très difficile de donner un coût en euros au service que nous rend une forêt. Mais c'est un peu pareil pour l'eau verte. L'eau verte nous rend beaucoup de services, mais on a du mal à mettre des euros dessus. Alors que l'eau bleue, elle coûte de l'argent parce que oui. Et si je peux me permettre, l'eau verte, ce qui est intéressant, donc c'est capté dans les arbres, mais les arbres transpirent, rejettent en fait quelque part cette eau-là, et ça re-questionne énormément les cycles de l'eau. Quand on revient de cours de primaire, moi en tout cas, ce qu'on me racontait, c'est que le cycle de l'eau commençait avec les océans et que c'était la transpiration des océans qui faisait qu'on avait beaucoup de pluie un peu partout. Aujourd'hui, on se rend compte que 60% de l'eau de pluie qui tombe sur Terre vient de la Terre elle-même. Du coup, la question de l'humidité des sols est très importante, mais aussi la question des arbres, en fait, et de ce grand cycle de l'eau et de cette dépendance aussi, parce que quand il y a des grandes forêts en Amazonie, quand ils transpirent, les arbres, ils vont pleuvoir, je ne sais pas moi, au Mexique peut-être. Quand il y a les grandes forêts indonésiennes, il pleut en Chine. Les grandes forêts allemandes font qu'il pleut en Europe. Donc, ça crée aussi une nouvelle compréhension des cycles de l'eau et qui vient aujourd'hui d'être scientifiquement normalisée. Et les entreprises, auparavant, regardaient beaucoup l'eau bleue, l'eau grise, donc qui est l'eau polluée, un peu moins l'eau verte. Aujourd'hui, avec ces changements de pluviométrie, on ne peut plus finalement forecaster. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas anticiper. Et se pose la question de l'eau de pluie, d'où vient cette eau de pluie. En fait, voilà, les recherches montrent qu'on est, en fait, c'est que les cycles du coup se complètent entre le grand cycle de l'eau, les cycles de la biodiversité locale, le cycle du carbone, et du coup ça devient très intéressant de se dire il n'y a pas d'antinomie entre le carbone, l'eau, la biodiversité, mais il y a une vraie complémentarité de l'ensemble.